Alors bonjour, je suis donc très heureuse de présenter ici les activités du département des études et de la recherche de l'INHA, sachant que j'ai dû préparer ça en remplacement de ma collègue Isabelle Marchesin un petit peu au pied levé. Donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à poser des questions si vous avez besoin de précision. Donc c'est une présentation de 25 minutes, c'est ça ? Alors, je répète des choses que vous avez sans doute déjà entendues, mais c'est important de l'avoir en tête. L'Institut national d'histoire de l'art est placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur, et ce qui se reflète très clairement dans la façon dont nous travaillons au quotidien. En 2001, au moment de la fondation de l'Institut, a été aussi créé le département des études et de la recherche, qui a... voilà. Alors, l'Institut a pour mission principale de développer l'activité scientifique, la coopération internationale dans le domaine de l'histoire de l'art. Il déploie des programmes de recherche et des actions de formation et de diffusion des connaissances au service de tous les historiens de l'art et du grand public. Voilà, alors, dès le départ, donc, a été créé ce département des études et de la recherche qui se situe physiquement au 4e étage de ce bâtiment. Donc voilà, les deux sites patrimoniaux. Nous sommes dans la galerie Colbert et au 4e étage, vous trouvez 4e et 5e, le département des études et de la recherche, dans lequel donc sont mis en place un certain nombre de programmes qui, dès le début, ont été conçus comme une réponse aux attentes de la communauté scientifique nationale et internationale. La spécificité, c'est que dès 2001, ces programmes sont menés toujours en partenariat, ce qui est un petit peu aujourd'hui habituel, mais à l'époque était nouveau. Alors, partenariat entre universités et musées, mais partenariat aussi entre différentes institutions parisiennes, régionales, internationales. Et dans une volonté vraiment de croiser et décloisonner les champs. Une grande partie de ces chantiers vise à valoriser et à rendre accessibles des fonds patrimoniaux de premier ordre. Mais il s'agit aussi d'élaborer des outils de réflexion méthodologique, de faciliter l'accès aux données, y compris par la production d'un grand nombre de bases de données. Par ailleurs, donc, les travaux menés à l'INHA en partenariat donc, avec l'ensemble de la communauté scientifique donne lieu à la programmation d'événements scientifiques et de manifestations qui se déroulent ici en parallèle aux manifestations de tous les autres partenaires du bâtiment. Et puis parfois aussi des événements qui se déroulent hors les murs. Alors, je vais évidemment pas pouvoir vous parler de tout, puisque en presque 20 ans, il y a eu beaucoup de programmes et de projets. Je vous signale la page où vous allez trouver toutes les informations, donc il faut... c'est pas toujours très évident, mais quand vous êtes il faut aller en recherche, département des études et de la recherche. Et je vais vous parler plus spécifiquement de ce qu'on fait aujourd'hui, en signalant quand même un certain nombre de réussites ou de projets phares. Donc le département est aujourd'hui dirigé par Franz Nerlich, qui est professeur d'histoire de l'art à l'université de Tours, spécialiste de l'art du 19e siècle, plus particulièrement ayant beaucoup travaillé sur les interactions et transferts artistiques et culturels entre la France et les pays germanophones, avec un grand nombre de publications à son actif, et la directrice adjointe, qui est Juliette Tray, qui, elle, vient non pas du monde académique, mais du monde des musées. C'est aussi ça reflète la double tutelle dont je parlais tout à l'heure. Juliette Tray, qui est conservatrice en chef du patrimoine, spécialiste du 18e français. Elle a été en charge des peintures et des pastels au Musée national du Château de Versailles, puis au département des arts graphiques du Musée du Louvre. Elle a été responsable des dessins français. Elle a à son actif de très nombreuses expositions. Alors, par ailleurs, donc, le département des études et de la recherche est structuré en 8 domaines que vous avez ici à l'écran et qui sont extrêmement vastes, comme vous voyez. Alors, grosso modo, il y a 4 domaines chronologiques, mais, comme vous le remarquez bien, avec une chronologie sur le principe du chevauchement, qui vise à la fois d'éviter les cloisonnements trop stricts et aussi à concilier
les écarts qui peuvent y exister entre la façon de faire la chronologie à l'université et au musée, puisque c'est pas du tout selon les mêmes critères. Donc voilà, donc je vais passer en revue un à un ces domaines. Donc il y a 4 domaines chronologiques. Donc, alors on ne traite pas vraiment de la préhistoire, malgré l'actualité aujourd'hui sur le Pompidou, mais donc de l'Antiquité à nos jours. Et puis il y a 4 autres domaines qui sont davantage thématiques. Donc, histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine, histoire des collections, des institutions artistiques et culturelles, économie de l'art, histoire de l'art mondialisé, histoire des disciplines et des techniques artistiques, qui sont donc davantage pensées dans une logique transversale. Sachant que, évidemment, cette séparation, elle n'est pas rigide. Il y a beaucoup de porosité entre nos façons de travailler. C'est pas parce que je dirige ou je coordonne un domaine chronologique que je ne suis pas ouverte à la transversalité. Peut-être un mot sur les statuts des chercheurs au département. Chacun de ces domaines est coordonné par alors actuellement une conseillère scientifique qui vient soit du corps des enseignants-chercheurs, soit de celui des conservateurs. Ensuite, nous accueillons également des pensionnaires qui peuvent être conservateurs ou postdoctorants, des chargés d'études et de recherche qui sont des doctorants boursiers pour 4 ans, et puis tout un tas d'autres collègues également, parfois chefs de projet, chargés de mission, etc., y compris des collègues étrangers. Donc en tout, il y a une 50aine de chercheurs au département et en ce moment une 20aine de programmes de recherche en cours. Et je vais donc procéder par ordre de domaine avec donc le domaine histoire de l'art antique et de l'archéologie, aujourd'hui dirigé par Cécile Colonna. C'est un domaine qui se consacre au programme de recherche sur les productions artistiques de l'Antiquité au sens large, sans restriction typologique, chronologique ou géographique. À ses débuts, c'est un domaine qui s'est beaucoup intéressé à l'archéologie. Aujourd'hui, il y a un intérêt davantage à l'histoire de l'art antique et aussi à l'historiographie de l'art antique, c'est-à-dire comment est-ce que l'art antique a été pensé, constitué en tant que champ. Et depuis peu, le domaine ouvre également son champ d'études aux périodes plus lointaines et aussi aux régions plus orientales. Donc, je signale un programme dirigé par une pensionnaire, typiquement Saousan Alashkar, sur la diversité des productions céramiques au Bronze ancien en Mésopotamie du Nord. Donc là, c'est véritablement un pas de côté par rapport à l'héritage classique de l'Antiquité européenne. Alors, actuellement, donc, il y a ces 2 programmes phares qui sont menés. Une histoire de l'art antique inachevée, les dessins de Jean-Baptiste Muret, où il s'agit d'identifier les objets représentés par Jean-Baptiste Muret donc au XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine, histoire de l'art antique, qui s'est beaucoup ouvert à ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques. Et typiquement pour ce programme, il est fait appel à ce qu'on appelle le crowd sourcing, c'est-à-dire la recherche de sources à l'échelle mondiale pour aider à identifier donc ces dessins qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Je ne vais pas pour chaque programme citer tous les partenaires, mais vous avez en tête qu'à chaque fois il y a beaucoup de partenaires, on ne travaille pas du tout en silo. Donc ici c'est en collaboration étroite avec la Bibliothèque nationale de France évidemment. Il y a un carnet de recherche aussi qui reflète le fonctionnement. Pour beaucoup de programmes il y a des carnets, je les ai parfois signalés. Autre programme phare de ce domaine, c'est le répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle. Qui s'intéresse au réseau de circulation et à la transformation de la valeur des objets au XIXe siècle, donc les objets d'antiques, en étudiant donc les catalogues de vente, mais en essayant à partir de là d'aller dans une micro-histoire vraiment passionnante. Et ce qui est très intéressant, et peut-être que Pierre-Yves Laborde, qui va parler après moi, va aborder ça, ça a donné lieu aussi à une application de data visualisation interactive qui est tout à fait passionnante et qui permet d'explorer ces données de manière non seulement ludique, mais vraiment intelligente. Voilà.
Alors, je passe au domaine suivant, donc histoire de l'art du 4e au 15e siècle, donc grand écart. C'est un domaine dirigé par Isabelle Marchausin avec la participation très importante de Sébastien Billet, pensionnaire. Il y a 2 programmes de recherche majeurs en cours en ce moment. Sur lesquels je vais revenir. C'est un domaine qui s'intéresse à toutes sortes de productions dans cette période très vaste, à la fois objets d'art, objets archéologiques, architecture, peinture, sculpture, vitrail, tapisserie, et essaye de les aborder selon une multitude de courants historiographiques, avec un intérêt très fort pour les nouvelles tendances aujourd'hui en histoire de l'art du Moyen-Âge, et une collaboration très étroite avec des chercheurs américains, par exemple. Donc ça passe de l'analyse du bâti et des matériaux à l'iconographie profane et religieuse, de l'histoire des transferts artistiques à l'approche anthropologique des images, avec un intérêt particulier pour les périodes plus anciennes, sur le premier Moyen-Âge, en particulier des Carolingiens jusqu'à l'époque romane. Donc avec une volonté aussi très forte de favoriser les échanges avec les autres périodes et les autres aires géographiques que l'Occident, et notamment la Byzance. Mais pas uniquement. Et donc il y a un double souci à l'intérieur de ce domaine, à la fois un souci pour les images, donc il y a un vrai travail sur l'image, d'où l'ontologie du christianisme médiéval en image, où il s'agit effectivement de identifier les concepts clés du christianisme médiéval et leur iconographie. Donc c'est vraiment l'objectif est de produire un thésaurus à terme, thésaurus plurilingue. Et un regard croisé autour de l'objet médiéval, c'est véritablement l'objet dans toutes ses dimensions. Donc il y a un double souci à la fois des images et de l'ouverture disciplinaire qui donc se reflète dans ces programmes. Le domaine suivant, là aussi une fourchette très large, histoire de l'art du XIVe au XIXe siècle, dirigée par Claire Bosk-Thiessé, qui vient du CNRS. Non seulement la fourchette chronologique est large, mais l'aire géographique aussi, puisque c'est cette période qui est habituellement consacrée à la Renaissance, n'est-ce pas? Donc en histoire de l'art, une sorte de monstre sacré en périodisation. Eh bien, là, Claire Bosk-Thiessé est spécialiste du royaume chrétien d'Éthiopie. Et donc, actuellement, ce domaine-là porte sur l'étude des lieux et temps des objets d'Afrique du XIVe au XIXe siècle, avec ce chapeau théorique qui s'appelle Vestiges, indices, paradigmes. Alors l'idée est donc de déplacer nos zones de confort, hein, mais aussi de s'intéresser aux objets africains dans les collections françaises, de les collections publiques françaises, et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut les étudier, sachant que les informations qu'on a et la façon dont ils sont la plupart du temps décrits relèvent de la période du partage colonial des années 1880, à une époque où les objets arrivent massivement en Europe, et que ce qui est intéressant, ce que ce programme essaye de faire, c'est de remonter au contraire jusqu'à la période jusqu'à laquelle on a des sources, donc jusqu'au XIVe siècle, pour essayer en quelque sorte de donner à ces objets d'autres valeurs que celles qui sont associées à leur contexte le plus récent. Donc, parce que la date à laquelle ils arrivent dans les collections européennes n'est pas la date à laquelle ils ont été produits. Il est donc nécessaire de revenir sur la constitution de ces collections pour réfléchir à cette stratification historique. Le programme élabore des outils d'accompagnement à la recherche pour permettre le développement en France d'une histoire des arts d'Afrique, afin d'une part d'identifier ce qui peut faire source pour documenter ces objets, et d'autre part d'identifier les objets conservés dans les collections publiques françaises et les rassembler dans une collection numérique. Alors on arrive à la période chronologique suivante, 18e, 21e siècle, c'est le domaine dont j'ai la responsabilité, dans lequel, qui pendant longtemps s'est appelé Archives de l'art de la période contemporaine. Il souffre encore en tout cas il continue encore dans ce domaine-là, donc c'est beaucoup travaillé le XXe siècle. Le projet en cours est encore un projet récent, il s'intitule 1959-1985 au prisme de la Biennale de Paris, un projet mené en collaboration avec la Bibliothèque Kandinsky et les archives de la critique d'art dans un double objectif, à la fois documentaire, créer un outil pour consulter simultanément ces deux fonds,
et bénéficier d'informations qui aujourd'hui sont éparpillées, numériser des fonds assez conséquents aussi de documents, les rendre plus accessibles à des chercheurs à travers le monde parce que c'est un sujet qui intéresse à l'international. Deuxième objectif, qui est par un séminaire de recherche que j'ai mené pendant 2 ans, qui donnera lieu à une publication. Alors, je n'ai pas cité, mais quasiment chacun des programmes que je mentionne est accompagné d'un séminaire de recherche, de cycle de conférences. Donc, il y a un vrai travail de recherche public. Et puis, je me permets de signaler, puisque j'ai la parole, la journée d'études topographie des archives, espace de pensée, espace de création, espace de travail, qui aura lieu le 8 novembre, et dans laquelle on va se poser la question de qui va réunir archivistes et chercheurs universitaires pour réfléchir à ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire à tout ce bazar que constitue un lieu de travail et cette information topographique, qu'est-ce qu'elle devient une fois que tout est rangé en boîte et entre dans la collection d'une institution, comment garder trace de ces informations topographiques. Est-ce que c'est utile pour le chercheur? Dans quelle mesure? Qu'est-ce qui est arbitraire? Qu'est-ce qui est... Voilà, donc c'est à partir d'études de cas et en vue d'une réflexion méthodologique sur ce sujet. Alors, j'entre dans les domaines thématiques. Donc, histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine. Là encore, c'est un domaine qui, bien qu'il a changé de nom, existe à l'INHA depuis sa fondation, depuis 2001. C'est l'intérêt porté par l'Institut national d'histoire de l'art pour l'historiographie. Évidemment, comment s'écrit l'histoire de l'art, qui l'écrit, quel type de discours. Donc, je vous signale 2 projets passés, mais qui font référence aujourd'hui. Donc, le dictionnaire critique des historiens de l'art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, sous la direction de Philippe Sénéchal et Claire Barbillon, que vous pouvez consulter en ligne. Et l'ouvrage dirigé par Anne Lafont avec la collaboration de Charlotte Fouché et Amandine Corse, Plume et pinceau, discours de femmes sur l'art en Europe, 1750-1850. Donc, anthologie de textes. C'est 2 parmi d'autres exemples de projets achevés qui donc font référence aujourd'hui. Actuellement, il y a 2, donc le domaine est dirigé par Marianne Sarda. Il y a 2 programmes de recherche en cours ou qui débutent. Alors, un programme très impressionnant et important sur la bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet, Corpus, Savoir et Réseau, mené en étroite collaboration avec la bibliothèque, évidemment, et avec plusieurs collègues qui, dans la salle, en savent sans doute plus que moi, qui font partie du comité scientifique du programme. L'objectif de ce programme, c'est de mener tout à la fois une étude exhaustive des fonds initiaux de la bibliothèque d'art et archéologie, telle qu'elle a été fondée par Jacques Doucet, à l'aide des sources qui documentent ces fonds. Donc, premier fichier matière, registre, système de cotation, etc. Et aussi une étude systématique des collaborateurs de Jacques Doucet en tant que corpus représentatif du réseau d'acteurs de l'histoire de l'art en France de 1880 à 1920 à peu près. Il y a un deuxième programme qui est aussi mené dans le cadre de ce domaine, qui est celui sur colorants et textiles de 1850 à nos jours, qui se penche sur un champ d'études largement ignoré jusqu'à présent, qui est celui des colorants et de leur mutation et transformation. Donc le passage de colorants naturels aux colorants synthétiques et ce que cela implique. Donc c'est un programme qui croise l'histoire des arts, l'histoire industrielle, l'histoire des sciences et des techniques. Et implique un grand nombre de collaborateurs venant de toutes ces disciplines. L'objectif, c'est donc de réévaluer la réception de la couleur en France, sur la base de données matérielles, donc avec l'étude vraiment d'objets matériels, et en même temps la constitution d'un référentiel en la matière à destination très utile pour les collègues travaillant au musée. Alors, un domaine là aussi extrêmement important sur lequel je vais dire très peu de choses par rapport à la quantité de projets qu'il englobe, histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l'art, déjà l'intitulé est extrêmement chargé. Avant, c'est un domaine qui s'appelait Histoire du goût. C'est un domaine dans lequel
il s'agit donc de fournir une meilleure connaissance des œuvres présentées au sein des collections et institutions publiques et à travers l'histoire des collections, une meilleure compréhension de la façon dont elles sont reçues et perçues. Donc on a beaucoup travaillé sur la figure du connoisseurship. Il y a un certain nombre de projets historiques que je vais vous montrer. Là, je vous montre 2 projets actuels. Donc, répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, projet dirigé par Inès Rothermont-Renard. Donc, il s'agit vraiment de toucher cette période complexe et très, très idéologiquement chargée. Et d'un autre côté, et Richelieu, Histoire du quartier, projet dirigé par Isabelle Adi-Lénard, qui est un projet, pour le coup, d'humanité numérique, qui vise à identifier l'histoire de ce quartier dans lequel nous sommes, en vue de produire des outils cartographiques et numériques permettant non seulement à des touristes, mais aussi à des chercheurs de s'informer de l'histoire des strates accumulées dans l'architecture et dans l'aménagement de ce quartier. Parmi les programmes passés, je vais en citer un seul, répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises, Rétif, qui est aujourd'hui sous la responsabilité d'une pensionnaire, Servane Darny, qui a donné lieu à une application là aussi de géolocalisation, mais qui surtout englobe des informations extrêmement utiles sur la dispersion de tous ces tableaux dans les collections françaises. Donc il y a un très grand nombre de répertoires comme ça qui ont été constitués. Je vous invite à consulter le site, et peut-être parmi, juste à mentionner, puisqu'on a parlé de Jacques Doucet, il y a eu un autre programme consacré à Jacques Doucet, catalogue des œuvres des collections de Jacques Doucet, qui lui aussi est disponible sur Agora, mais peut-être que Pierre-Yves en parlera. Troisième domaine thématique, histoire de l'art mondialisé, aujourd'hui dirigé par, et d'ailleurs depuis toujours dirigé par Zahia Rahmani, chargé de mission. C'est un domaine qui s'appelait avant Art et Architecture dans la mondialisation et qui a initié en France une première tentative en histoire de l'art de réfléchir à des scènes artistiques non occidentales et essayer de penser différents tons et lieux du monde. Zahia a travaillé en collaboration très étroite avec la bibliothèque, y compris avec la bibliothèque de l'INHA, y compris par des orientations d'acquisition de la bibliothèque. Près de 500 catalogues d'expositions collectives internationales sont entrés dans les collections de la bibliothèque de cette façon. 2 programmes en cours actuellement, Observatoire, Globalisation et Rétrospective et Paradis perdu, colonisation des paysages et destruction des éco-anthroposystèmes. Alors le paradis perdu, c'est véritablement sur la façon dont sur les effets en quelque sorte de la colonisation sur non seulement effets politiques, mais y compris effets écologiques sur la transformation des écosystèmes et de la façon dont les gens y vivent et les habitent. Et Globalisation en rétrospective, c'est un programme qui s'est intéressé pendant longtemps aux revues, depuis 2015, au recensement et à la connaissance des périodiques culturels non européens à l'échelle mondiale, ce qui a donné lieu à une exposition itinérante, une exposition numérique magnifique qui circule. Donc je vous ai mis plusieurs lieux où ça circule. Ça reviendra prochainement, m'attendit, au centre Georges Pompidou. Donc voilà, on est très fiers. Sismographie des luttes vers une histoire globale des revues critiques et culturelles. C'est un projet qui a été mené par un collectif de jeunes chercheurs venant de plusieurs pays. Et c'est encore une de ces missions de l'INHA que de s'ouvrir à des chercheurs de différents horizons. Dernier domaine thématique, histoire des disciplines et des techniques artistiques. C'est un domaine récent dans cette nomination-là. Il y a eu par le passé un domaine de l'architecture, un domaine de la mode, un domaine qui s'appelait par-delà les beaux-arts. Et donc aujourd'hui, l'appellation histoire des disciplines et des techniques artistiques avec, donc sous la direction de Pauline Chevalier. Il y a un grand programme de recherche très menée en collaboration étroite avec la BNF, département des arts du spectacle et département de la musique, et le Centre national de la danse, fondé sur leur fonds d'archives. Donc programme qui s'appelle Chorégraphie, écriture et dessin, signes et images dans les processus de création et de transmission chorégraphique. Donc l'intérêt, c'est de s'intéresser à la notation chorégraphique, la façon dont la danse
dans le dessin est utilisé lors de la création des danses, donc croquis, dessin comme outil de création, mais aussi la préservation d'un geste éphémère, celui de la danse, par des recueils, partitions, etc. C'est un programme qui est mené à la fois qui est accompagné d'un séminaire public auquel vous pouvez assister, mais aussi, et Pauline tenait à le souligner, par des séances de travail en atelier fermé dans les fonds d'archives en collaboration avec les personnels de bibliothèque des différents centres, avec donc un travail sur les documents eux-mêmes, documents qui sont largement méconnus par les historiens de l'art, n'étant pas considérés comme des documents relevant de l'histoire de l'art au sens traditionnel. Dans ce même domaine, il y a aussi, histoire des disciplines et des techniques, il y a aussi l'architecture. Et dans ce sens, il y a, sous la direction de Julien Noblet, pensionnaire, un travail en cours sur l'actualisation du dictionnaire raisonné d'architecture de Jeanne Viollet-le-Duc, qui donc vise à mettre à jour et à rendre accessible numériquement ce dictionnaire. Là aussi, mené en collaboration avec un très grand nombre d'architectes et historiens de l'architecture. Accompagné d'un grand nombre de colloques et d'événements. Et je me permets aussi donc de signaler une base de données passée, déjà accomplie, bibliographie du livre d'architecture français 1512-1914, disponible sur Agora. Alors, vous avez compris, le développement des ressources numériques est très important, mais je pense que Pierre-Yves Laborde va parler de cela, donc je lui passe la parole. Je me permets de signaler tout de même la mission Image-Usage dirigée par Martine de Noyel, qui aboutit l'année dernière à la publication d'un livre blanc dont vous avez le dernier paragraphe, qui s'appelle donc Droit des images, histoire de l'art et société, qui s'intéresse à un sujet brûlant pour nous tous, c'est-à-dire comment peut-on utiliser des images dans nos cours, dans nos publications, y compris maintenant. Est-ce que je suis dans le droit? Est-ce que je respecte le cadre juridique en vous montrant tout cela? Il y a un site très formidable qui donne énormément d'informations qui s'appelle iconote.inha.fr. Je vous invite à le consulter. Et par ailleurs, le département a aussi un volet édition et publication. Donc, les éditions de l'INHA, dirigées aujourd'hui par Marianne Dautré, qui ont deux types de publications. Alors, historiquement, beaucoup en coédition. C'est ce que vous voyez dans la deuxième partie de ma liste, donc des actes de colloque, la collection L'Art et l'Essai, d'une rive l'autre, source pour l'histoire de l'art. Et puis, depuis quelques années aussi, un travail d'édition propre, avec la volonté d'avoir des collections véritablement identifiant l'INHA comme une maison d'édition. Alors, vous connaissez sans doute déjà, parce que c'est des ouvrages faciles à manier, la collection DI. Donc, c'est des essais de petit format à petit prix, qui sont des conférences la plupart du temps d'historiens de l'art remarquables. Je pense que vous arrivez à lire les intitulés. La collection Inédit, qui a commencé par la publication d'un inédit esthétique de la technique de Robert Klein, et qui vise à publier des inédits d'historiens de l'art, mais aussi de toutes sortes de professionnels de l'art. Et donc là, l'appel est fait à vous et à vos fonds. Marianne m'a transmis ça. Si vous avez des suggestions de fonds d'archives qui dorment et dont vous souhaiteriez voir la publication dans cette collection Inédit, n'hésitez pas à lui faire part. Inédit correspondance, c'est la correspondance de Louis Grondecki qui va bientôt paraître. Donc là, c'est un développement de cette collection. Des catalogues d'exposition comme celui qui accompagne le prochain festival d'histoire de l'art. Donc, je pense qu'il est parti en impression hier, Sauvage nudité, peindre le Grand Nord. Et par ailleurs, toujours dans le domaine éditorial, l'INHA édite une revue, donc Perspective, actualité en histoire de l'art, aujourd'hui dirigée par Judith Delphinaire, après l'avoir été par Anne Lafont, Olivier Bonfait et j'oublie sans doute d'autres directeurs. La revue a changé de format récemment, donc vous avez deux récentes couvertures, les numéros Détruire et le numéro Pays nordique, qui vous donnent, donc il y a 2 numéros par an, c'est une revue qui un numéro porte sur un pays ou une région en lien avec le pays invité du Festival d'Histoire de l'Art. Le deuxième porte sur un thème.
Les rubriques sont tribune, débat, entretien, essai et varia. Le volume est conséquent, 200 à 250 pages imprimées avec une centaine d'illustrations. Et ce qui est à noter, c'est qu'il y a aussi une édition numérique de Perspective qui, elle est bilingue. Donc la version papier en français et sur Open Edition, c'est une version bilingue. Les articles sont en accès libre au bout de 6 mois. Donc c'est une revue de recherche qui s'intéresse à la recherche internationale en histoire de l'art avec une tendance forte en historiographie. J'ai déjà mentionné le Festival de l'histoire de l'art qui commence la semaine prochaine, qui accompagne aussi ce souci d'accessibilité populaire sous la tutelle du ministère de la Culture. Le thème cette année est le peuple. Les pays nordiques sont les pays invités, d'où le numéro de Perspective. Donc c'est du 7 au 9 juin au château de Fontainebleau. Et puis, dernière chose, juste pour terminer, l'INHA, c'est aussi donc un lieu de complément de formation. Alors, ce n'est pas une institution qui délivre des diplômes, mais il y a toutes sortes d'aides, bourses et de financements. Alors, des contrats doctoraux, donc les chargés d'études et de recherche, mais aussi des bourses de post-doctorants, des collectifs de jeunes chercheurs, INHA Lab, et vous avez peut-être vu actuellement l'exposition sur l'antipsychiatrie. Beaucoup de chercheurs nationaux, internationaux, il y a des aides à la mobilité nationale, internationale, y compris pour les conservateurs territoriaux et nationaux, ça c'est des aides qui ne sont pas bien connues. Voilà, des aides pour la critique d'art, pour l'histoire de l'art, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai tenu dans le temps, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci.